Merci à tout le monde. Vous savez, c'est tout à fait particulier aujourd'hui d'être là. Et puis, je vous avais reçu à Pété, mais séparément, d'où mon affolement aujourd'hui de vous voir tous ensemble. Mais en même temps, c'est extraordinaire de pouvoir partager aussi des souvenirs. Vous avez vu l'hôpital de Pété, ça marche. Et ça marche très bien avec l'équipe là-bas. Il suffit maintenant de les écouter, de discuter avec eux de ce qui va se faire, mais ça se passe bien. Ce que je voudrais rappeler avec vous tous, c'est des souvenirs que nous avons vécus ensemble, les uns et les autres, parce que, vous le savez, la route a été longue, et puis elle était assez laborieuse malgré tout. Il fallait tenir pendant des années dans toute cette aventure. Et j'ai donc choisi quelques diapos, pas trop, quelques diapos pour rappeler au début quelques événements qui étaient très importants dans ma vie et dans mon engagement là-bas. Et aussi pour raconter un peu les différentes choses. Et vous allez vous reconnaître les uns et les autres, suivant les images qui vont passer. Là, j'ai anticipé un peu encore, avant d'aller à Pété, j'étais pendant 2 ans à Togombéré, et là, j'étais partie toute seule, de Marseille à Douala, sur un gros paquebot, et il y en a un dans la salle qui était aussi sur ce paquebot. Ah bon? Mais il est où? Il est là-bas. Il est là-bas. Sois le bienvenu. Il était aussi sur ce paquebot. On s'est trouvé à cette occasion-là. C'est Imre Müller qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Il y avait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais l'aventure sur le bateau, c'était bien, ça nous a permis d'échanger un peu. Par la suite, tu étais venu jusqu'à Togombéré, et au moment du démarrage après de Pété, tu nous as accompagnés, aidés beaucoup. Bienvenue aussi à ton épouse Marie-Claude qui est là. Très bien. Et là, je vous montre, on était dans un grand bateau, il n'y avait que pratiquement des Européens qui rejoignaient leur poste en Afrique. On a festonné toute la côte africaine. Et alors, à Cotonou, on pouvait aller visiter la ville, mais oh horreur, il n'y avait pas de port. Et donc, on devait prendre place dans un caisson. Dans un caisson, on était 10-12, empilés là-dedans. Une grue nous passait par-dessus bord. Et puis, on descendait, et puis finalement, il y avait une chaloupe en bas qui venait du bout. On nous a lâché dedans, on sortait de notre caisson. Et après, avec un moteur, on arrivait jusqu'au port, on était un peu malade en arrivant, c'était pas super. Et puis, voyage de retour. Et renseignement pris, je pense que c'est le dernier voyage qui a fonctionné comme ça, après les ports ont été fonctionnels. Mais il me semblait important et amusant de rappeler notre premier souvenir, Imre. Tu avais aussi passé par-dessus bord? Non? Ah oui! J'avais été visiter. Et donc, ensuite, il y a eu un autre événement qui nous a tous un peu marqués. Il y en a une qui doit se reconnaître aussi, là. Elle ronge de la canne à sucre. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est là. Alors, Arlette Fouquet, je l'avais connue déjà à l'hôpital des Savaillés. Et elle est venue me rendre visite quand j'étais à Togombéré. Tu travaillais, je crois, à Brazzaville, à Léopoldville. À Léopoldville. Elle était venue me voir et nous avons fait une excursion, une assez longue excursion à Ouaza, les deux, et nous étions donc les premières à fouler le sol de Pété. C'était en 1965, le 28 octobre, tu te rappelles bien. Le 28 octobre, nous sommes arrivés à Pété, nous avons été accueillis par l'amido là-bas, qui nous a sorti de son frigidaire
un chocolat, un lait chocolaté bien frais, le meilleur de notre vie, je pense, que nous avons bu. Nous nous étions perdus, effectivement, 8 jours dans la réserve de Oisin. Salut. Voilà. Et puis ensuite, toute l'aventure de Pépé n'aurait pas pu être sans le docteur Madji. Le docteur Madji, ce médecin pionnier du dessin, qui avait déjà travaillé de longues années dans le sud du Cameroun, qui a fondé l'hôpital de Tokomberi. Voilà, et la chance a voulu que j'ai connu sa nièce, ses nièces, et Marcella, qui est là. On était au foyer des étudiants ensemble à Lausanne, et maintenant elle a lancé le partage avec PT à Lyon. Voilà. Et donc j'ai connu ton oncle à cette occasion-là. Et il y a encore une autre nièce ici, Rita. Rita, elle est là aussi, elle est soignante, je l'avais connue à l'hôpital de Savaillé-le-Lac. Partout où j'ai passé, j'en ai ramassé quelques-uns qui sont venus et qui sont restés à PT fidèles. Ciao Rita. Et donc, quand je suis arrivée à l'hôpital de Tokomberi, le docteur Madji travaillait, j'ai pu regarder comment il faisait. J'ai appris beaucoup en voyant particulièrement la salle d'opération, parce que c'était simplement affolant après les études en Suisse de tomber là-dedans. On m'a dit, mon Dieu, on peut faire comme ça, c'est vrai, c'est pas possible, ça ne veut pas marcher, mais si, ça marchait, ça marchait. Et donc, il m'a montré ça pendant 7 jours. Et après 7 jours, il m'a dit, je rentre en Suisse pour l'instant, je reviendrai plus tard. Au revoir, bonne chance. Et donc, voilà, nous avons eu la bonne chance, parce que nous avons toujours de nouveau rencontré des amis, et voilà. Merci donc à vous tous de m'avoir introduit plus ou moins rapidement dans le vif du sujet. Alors là, peut-être que Claire, nous sommes la première équipe de 1968. Il y en a plusieurs ici. Je reviens un petit peu en arrière. Claire, tu étais sur le bateau, elle est là. C'était le premier départ. Tu veux nous raconter d'autres choses? Une chose, parce que j'ai bien écouté que parfois on n'était pas là jusqu'au souper. Alors, je veux dire que comme Saïdou, je suis aussi à la retraite de PT, de la fondation, de tout. Mais le premier voyage, évidemment, ça nous a beaucoup marqué, parce que d'abord c'était mai 68. Pour revenir un peu en arrière, Anne-Marie m'a convaincue en moins de 12 minutes à Lausanne de laisser mon job, mon métier, et de partir avec elle, ce que j'ai fait. Et évidemment, jamais regretté. Ces 2 ans à PT ont été pour moi, je pense, 2 années, il y a un avant et un après. Mais ceci dit, mai 68, nous descendons avec Monique Jonin, qui n'est pas là, avec Monique Jonin, bien sûr Anne-Marie, moi, avec 2 voitures, Land Rover et 2 chevaux, tout ça sur un bateau. Nous arrivons à Marseille très tendu, parce que grève de 68. Déjà. Donc, les bruits couraient, non, vous partez pas, oui, vous partez, non, vous partez pas. De toute façon, on est embarqué, on s'est dit, on est déjà dans le bateau. Et finalement, après bien des palabres avec les grévistes, le personnel du bateau, nous sommes partis. Et Anne-Marie s'était occupée des réservations et de tout, je crois. Enfin, on suivait tranquillement, toutes les deux, Monique et moi. Nous sommes arrivés au 3e pont au sous-sol, où nous étions, c'était très sympa, avec tous les Africains, et toutes les coursives étaient pleines de bagages, d'enfants, de couleurs, d'odeurs. On était dans le bain, il n'y avait pas moyen, c'était parfait. Donc on a dormi là, mangé là, et je crois que c'est le commandant qui est venu voir, il était horriblement dérangé de voir ces 3 nénettes qui étaient quand même très jeunes à l'époque, qui traînaient dans le 3e pont, et il nous a, je crois, un peu obligés, non, à monter au 2e. On n'a quand même pas voulu aller plus loin. C'était d'un ennui total, je dois avouer. Et j'ai un peu regretté toute ma vie les cris, les odeurs, les
pas l'eau. La nuit, on n'avait pas pu fermer les portes. Tout ça était très comme ça. Et c'était vraiment parfait. Voilà. Je ne donne pas le deuxième. Voilà, donc après 3 semaines de bateau, nous sommes arrivés à Douala, on a fallu faire quelques achats, s'organiser, et puis ce fut 15 jours de piste, improvisés, c'était le début de la saison des pluies, arrivé à Garoua, oh le maillot coulait, là l'endroit avait pu passer, mais là 2 jours, peut-être rien. Alors il a fallu attendre que l'eau redescende un peu, qu'on puisse traverser, etc. Pour finir, c'était un dimanche soir, je me rappelle, c'était déjà un peu nuit parce qu'on s'était embourbé sur la piste, il y avait eu de la pluie, on arrive à Bété. Et à Bété, ma foi, on m'avait bien dit que l'hôpital n'était pas tout à fait fini, mais il n'était vraiment pas bien fini. On a vu le lendemain matin, il a fait jour. On s'est dit, oh là là, quel enfer. Le docteur Nadji était là, mais lui, il est parti 2 jours après. De nouveau, en nous souhaitant bonne chance. Voilà. Alors, le principal problème de tout ça, bien sûr, pour la première équipe, c'était qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait certes un puits, et puis il y avait du perfum, il y avait une équipe camerounaise qui tirait l'eau à la main. Ils apportaient ça avec une brouette et puis il y avait des jerrycans absolument partout. Ça, c'était la maison d'habitation. Voilà. Mais ça ne nous a pas effrayés. Au fond, on s'est mis au travail, les uns et les autres. On a trouvé, il est vrai, on a trouvé là-bas François Nadji, le neveu du docteur Nadji, qui était dessinateur architecte et qui nous a beaucoup aidés avec toute l'équipe africaine camerounaise qui était là-bas. Voilà comment ça se passait. Après on s'est organisé, on a mis un grand flux de 200 litres sur le toit. Et puis avec une pompe Japi, on pompait. Il y avait une seule douche pour toute la bande. Parfois on était sous la douche et puis on était bien sur un épi. Alors il fallait appeler au secours le garçon qu'on appelait Bakary Coin, qui montait sur le toit et qui allait revoir la chose, qui pompait de nouveau. Et puis on lui a par la suite arrangé un peu son échelle parce qu'il y a peu d'échelons. Et là-dessus, c'était quand même pas tout à fait évident. Voilà, mais c'est des choses qu'on prenait en s'amusant, qu'on a découvert les unes après les autres et on a remédié. Voilà, je vous présente ici Monique Jaunin, qui était la première infirmière également de l'hôpital d'Estavayer, que j'ai recrutée là-bas. Monique Jaunin s'est tout de suite mise au travail. Là, vous la voyez en train de cacher une immense tumeur de l'orbite qui arrivait. Il faut dire que les premiers cas qui nous sont arrivés tout au début, c'était difficile. Il y avait de quoi faire, comme elle disait. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle a malheureusement, le mois passé, glissé dans son appartement avec une jambe cassée. Elle va mieux, mais elle n'a pas pu venir. Mais elle a dit qu'elle nous partageait, qu'elle saluait en particulier les premiers de l'équipe qui sont là. Alors là, je vous montre, Monique Jaunin arrivait toujours au travail avec un jerrycan d'eau. Et puis, vous voyez, il y a des lavabos. Il y avait des lavabos, mais il n'y avait pas d'eau. Il y avait même des robinets, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas les conduites qui venaient depuis le puits, c'était difficile. Et puis, il n'y avait pas d'écoulement non plus, donc il fallait disposer d'une cuvette dessous. Et puis, il n'y avait bien sûr pas de fosse septique. Alors, tout ça a été levé progressivement. Je crois que quand la deuxième partie de l'équipe est arrivée, Annette, Boulon et les autres dont je vais parler tout à l'heure, il y avait déjà des choses qui fonctionnaient, mais au début, c'était particulier. Mais les malades sont arrivés, donc on compte. On n'a pas fait de projet écrit. Et là, c'est celle que vous venez d'entendre, c'est Claire qui nous a parlé. Elle est donc libraire.
Et c'est elle qui assumait les travaux de bureau. On avait des énormes formulaires pour la douane, des véhicules, pour l'importation des affaires. C'était Claire, la population l'appelait Kilé, parce qu'il n'arrivait pas à dire Claire. C'était Kilé. Et donc Kilé assez vite s'est intéressée beaucoup à tous les contacts humains. Quand il était tout petit, elle a démarré les PMI, les soins des enfants. C'était, comme elle a dit, il y a eu un avant et un après pour nous tous d'ailleurs, c'était extraordinaire. Et là, Nanette? Où tu es, Nanette? Nanarelle, ciao. Nanarelle. Elle est arrivée dans la deuxième équipe, institutrice. Tu reconnais qu'est-ce que tu faisais? Tu veux nous commenter la chose? L'école du village, il y avait des volontaires qui venaient du sud du Cameroun, qui étaient complètement perdus, c'était les déracinés qui amenaient des gens du sud du Cameroun dans le nord. Alors on avait régulièrement Roger Potsmo, tous les volontaires qui passaient, Hubert, qui passaient, on les a aidés un petit peu à structurer l'école. C'était du folklore, il n'y avait pas de banc au départ, il n'y avait pas de tableau, il y avait un livre pour le mettre. Enfin, voilà. Petit à petit, ça s'est organisé. C'était génial, j'ai adoré cette période-là. Je repensais aux leçons que j'avais reçues à l'école normale. Je devais complètement les restructurer. Je disais souvent, si ma maîtresse de pédagogie me voyait à ce moment, les cheveux hérisseraient sur la tête. Voilà, et on a structuré de cette école. Et puis, je crois que ça continue. Tu as soutenu toutes les écoles officielles, appuyé les maîtres. Voilà. Et puis là, plus particulièrement, tu as assuré la formation du personnel infirmier qui a été recruté. Parce qu'on ne pouvait pas engager d'infirmiers diplômés. On a écrit aux différentes missions qui étaient sur place s'ils pouvaient nous envoyer un candidat, si possible de tribus différentes, pour qu'on nous ait de différentes langues pour pouvoir traduire à la consultation. Et là, tu donnais des cours d'anatomie, très bien. Oui, l'anatomie pratique, je l'avais parce que j'allais à la salle d'opération. Au début, on avait on était sur des caisses, on mettait des scientifiques mobiles, on est avec l'endroit, et puis justement, Saïdi qui a parlé tout à l'heure, je l'ai vu arriver, alors on avait déjà fait des travaux écrits, alors à l'époque il signait muscle de fer. Il a fait du chemin. Jafo, tout cela, on a connu les premiers infirmiers. Voilà, c'est une période fantastique, grâce à Marie. Merci, Nanette. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que c'était elle qui parlait le mieux la langue fulfulde. C'était toi, parce qu'elle était souvent dans les villages, c'est toi qui l'as fait. Et tu as même fait une alphabétisation en langue peul. D'ailleurs, le lamino m'avait surnommé Nanarelle, on a tout vu dans. Elle avait d'autres qualités. Elle est notre coiffeuse. Elle couvrait les cheveux à tout le monde, il suffisait de bois. Hein? Oui. Voilà. Merci encore. Et là, c'est notre amie Rita qui est là. Tous ces braves sont restés 2 ans dans les conditions que je vous ai décrites. Rita, elle, s'occupait des lépreux, n'est-ce pas? On en avait redécouvert 400. Et donc une partie était hospitalisée parce que présentant des plaies. Les autres étaient dans les villages. C'était un infirmier Maloum qui partait à vélo tous les mois, contrôler dans les villages, voir comment c'était, apporter les médicaments. C'était très bien. Rita, il y avait notre chien Gogol, il aimait beaucoup. Les enfants aussi. Tout le monde a fait un excellent travail. Le plus grand, c'est l'homme le plus précieux de la maison, c'est Boulon. Boulon. Il est là-bas, Boulon. Boulon était mécanicien auto, et puis à peine arrivé, il a été sollicité par tout le monde, réparer ici, réparer là-bas, renforcer les châssis. Les 2 jours n'étaient pas assez costauds pour nos pistes. Tu avais tout ça transformé, adapté, soudé avec des
des ouvriers qui sont devenus toujours plus compétents. Et tu as fait le tour de tout le nord, l'extrême nord, pour aller dépanner. On avait reçu un camion, tu te rappelles? Un fourgon de la léproserie de Mokolo. On l'avait invité pour pouvoir mieux travailler. C'est vrai que pour moi, c'était mes plus belles années de ma jeunesse. Je suis amoureux de ce que j'ai vécu au Cameroun. Et puis au fond, je me suis senti utile à travailler, à monter le château d'eau, à faire des installations, à faire les étagères massives, beaucoup de choses comme ça, où on se sentait utile à la construction, et puis à donner un coup de main avec mon petit savon. Voilà. J'ai beaucoup apprécié en tout cas. Et puis au fond, le virus de l'Afrique n'a pas passé, et à présent je travaille beaucoup sur la Guinée, Conakry, où était mon épouse. Et puis on a créé aussi une association, maintenant ça fait depuis 2004 que chaque année on se rend dans le pays, on soutient un orphelinat, une communauté de sœurs et des catéchistes qui sont les plus pauvres des pauvres là-bas. Merci. Merci Boulon. Il s'appelle donc Daniel Quenet. Hein. Voilà. Et puis, vous comprenez, tout ça, il nous fallait du matériel. Sur place, on ne trouvait pratiquement rien, voilà, très peu de choses. Donc le matériel arrivait depuis la Suisse. Et mes neveux et nièces en particulier, et notre Nicolas, se rappellent particulièrement de la préparation des tonneaux, les fameux tonneaux. Chaque année, pratiquement, de B, depuis chez mon frère et depuis chez ma belle-sœur, qui est présente ici aujourd'hui. Ciao, bébé. Nous avions assiégé toutes les caves de leur maison et on préparait les tonneaux. Tu te rappelles, Françoise, n'est-ce pas, que même les échantillons que nous avions collectés, on les défaisait et on les mettait dans des pots pour gagner de la place. Et tout ça partait par bateau pendant une bonne dizaine d'années. Il y a eu le phénomène des tonneaux. Et là, on était particulièrement reconnaissant de travailler dans les caves chez mon frère, parce que quand on remontait de la cave, ma belle-sœur nous attendait toujours avec une tarte aux pommes. Je crois même que Imre, tu étais venu nous aider aussi. Pour les tonneaux, n'est-ce pas? Et voilà. Tout le monde a fait quelque chose dans la maison. Voilà, les fameux tonneaux sont arrivés. On était très contents. Même qu'une fois dans le tonneau, Boulon, n'est-ce pas? Tu avais fait faire un fromage du diamètre du tonneau. Et quand on a ouvert le tonneau, oh, quelle joie, hein, fromage complet. Voilà. Là, c'est une image un peu spéciale. Si vous regardez bien, il y a Pina, c'est la sage-femme qui n'est pas là. Elle a fait 25 ans, a été animant, travaillant de tous côtés, infirmière et sage-femme. Là, vous la voyez avec une mère qui vient d'accoucher 2 jumeaux. Les 2 jumeaux devraient être mis au sein et horreur, la maman fume la pipe. Voilà, c'est une particularité de la tribu des bananas qui sont près du Lobo. Il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui peuvent se tarder de voilà. Et puis là, c'est de nouveau Pina. On a reçu assez une fracture de jambe, il fallait la mettre en extension. Moi, j'étais partie avec l'étrier voulu, oui. Et puis après, comment est-ce qu'on fait? Boulon, au secours! Alors, la solution est venue du garage avec un support qu'on pouvait glisser sur le cadre du lit. Et puis pendant ce temps, Pina est allé chercher le poids pour faire l'extension. Et c'était le seau avec 12 litres d'eau. Alors l'eau s'est évaporée progressivement. Maintenant, il y a des gens qui allaient avec le gobelet de bord. Et puis la fracture se consolidait. De temps en temps, le matin, tout à coup, on arrive. Et puis le seau d'eau était posé par terre.
Et quand on ne trouvait pas le malade qui était en train d'essayer de marcher, c'est que ça marchait, que ça allait. C'était assez folklorique, mais ça très bien. Bon résultat. Et là, c'est encore une fois, Pina, cette fois, à la maternité, de jour et de nuit, elle a fait les accouchements, puis formé la fameuse matrone Fata, que vous avez vu témoigner tout à l'heure, qui est maintenant la responsable de la maternité, avec d'autres, bien sûr. Tout le monde a fait son chemin, mais pendant au moins les 10 premières années, nous n'avions pour la maternité que des petits gants de plastique. C'était assez sommaire, mais tout a bien marché. C'est étonnant ce qu'on arrive à faire avec peu de moyens. Et là, nous voilà la salle d'opération. Alors ça, c'était particulier aussi. Comment vous dire, après, je crois, à peu près 6 mois, il est arrivé l'électricité, c'était branché, et on a eu une climatisation. Parce que je vous dis, opérer, quand il fait 42, 43, 44 degrés à l'ombre dehors, c'était pas très rigolo. Ça coulait, ça coulait. On y était là encore, il y a l'ancien infirmier Jacques qui m'aidait, mais néanmoins, ça fonctionnait. Il faut dire que c'était au début le seul local climatisé, et donc nous allions faire le courrier le dimanche après-midi là-bas. On s'asseyait par terre dans la salle, sur les genoux, on écrivait à nos chers parents. Et là, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle a l'air de bien me connaître. Il y a ici dans la salle les parents de cette jeune fille qui est venue me rendre visite, Eva et Robibert. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là, ciao. Alors, c'était particulier. Eva et Roby travaillaient à Godillon, où il y avait une mission protestante, en même temps un gros dispensaire. Ils arrivaient toujours avec des urgences terribles, il fallait toujours courir. Mais voilà que Eva, enceinte, est arrivée pour accoucher chez nous. Et ça ne s'est pas très bien passé l'accouchement, et donc il a fallu faire une césarienne en 1969 en anesthésie locale. C'était pas forcément évident pour moi, c'était pas forcément évident pour toi non plus, je pense. Mais notre Damaris est née le 6 décembre 1969, c'est juste? Oui. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle est devenue sage-femme elle aussi. Alors, notre amie Eva n'a pas été découragée parce que en moins de 2 ans après, elle est revenue. Et puis, il y a de rebelote, de nouveau césarienne. Et cette fois, c'est Liliane qui est aussi à gauche, là, qui est aussi venue me saluer. C'était fort sympathique. Il y en a eu d'autres. J'en ai découvert un il n'y a pas longtemps, la semaine passée, qui travaille à Lausanne. C'est très drôle, le monde est finalement petit, mais c'était bien, n'est-ce pas? Voilà. Et là, après, il est arrivé une autre période. Il y en a 2 qui... Alors, c'est l'époque de mes nièces et de mes neveux. Il y a des neveux qui sont venus en stage, très sérieux, il y a des neveux qui sont venus en promenade, et puis les filles, je dois dire, elles ont travaillé beaucoup. La première qui était là, c'est ma nièce Françoise. Alors, elle est venue au moins 8 fois, toujours pour accompagner, en général, Pina, au début, quand il n'y avait pas de médecin pour remplacer, quand je partais en congé tous les 2 ans. Et tu soutenais toute la maison, et la pharmacie et au laboratoire. Le premier manuel du laboratoire, c'était toi qui l'avais fait. Et puis... Puis à droite, là, nous étions revenus de congé précisément avec Catherine, qui entre-temps est devenue Madame la Présidente. Avec Catherine, on a voyagé le jour de ses 20 ans.
Je me souviendrai toujours les couloirs de l'aéroport à Douala. On est arrivé le soir, c'était déjà un peu tard, mais il faisait chaud et humide. Et puis je marchais, on tirait notre sac. Tout à coup, je me retourne, je me dis, mais où est-ce qu'elle est? Et puis, je ne la reconnaissais pas, elle était comme un rat qui sortait de l'eau. Elle était toute boufflée autrefois, et puis toutes les boutres étaient collées flouches. Elle se demandait si c'était toujours comme ça, c'était particulier. Beaucoup de courage. Et puis, tout le monde a aidé partout tout ce qu'il pouvait, juste pour vous montrer. Elle était très précieuse, mes deux nièces. Catherine en particulier, j'ai retrouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, dit-elle. C'est de l'instruction publique de Genève, le Chalier, je ne sais pas comment c'est arrivé à péter. Alors, c'est un petit manuel de cuisine pour le cuisinier, qui est la forme, qui en formé plusieurs d'ailleurs, je pense. Et puis vous savez, j'ai regardé ça, c'est impressionnant parce que les œufs au plat, faire chauffer du beurre dans une poêle, puis casser les œufs, et les cuire quelques minutes. Vous avez compris, vous saurez faire. Et puis les recettes sont devenues toujours meilleures. Et puis il y en a, de temps en temps, j'en reprends encore une. Bien sûr, il y a les pommes de terre à l'eau et les carottes à l'eau. C'est facile. Mais ça finit tout de même avec des gratins de pommes de terre, avec une soupe minestrone. C'est bien. Est-ce que je peux le rendre? Elle est revenue de très nombreuses fois, et une fois elle était là, c'était une fameuse chance. Nous avons connu une épidémie de méningite terrible. Dans les montagnes, je savais qu'il y avait déjà des cas, et puis on nous a amené une femme en coma de l'est du canton. 2 heures après, il arrive une voiture avec 3 enfants en coma qui venaient d'une autre région. Je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Et donc, on a tenu un conseil de guerre. Et il y avait moyen de joindre à l'époque le centre Pasteur à Garoua. J'ai demandé s'il y avait des vaccins. Aucun vaccin disponible dans toute la province de l'extrême nord. C'est des choses que je ne supporte pas. Et donc, j'ai ameuté avec Pasteur. Et en l'espace de 3 jours, nous avions 15 000 doses qui arrivaient de Lyon, l'Institut Mérieux. Et c'est une Gaëlle sur l'eau qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est restée 2 ans avec nous. Elle est devenue infirmière, mais elle avait des obligations familiales, elle n'a pas pu venir. C'est elle qui est partie de nuit chercher les doses de vaccins à Garoua. Ça faisait toujours 400 km de piste à l'époque. Et puis elle est revenue vers 5 h du matin. Et je crois qu'à 6h30, sauf erreur, Françoise, tu te mettais en route avec des équipes de tous côtés. On avait, il a fallu aller dans tous les villages du canton. Parfois on pouvait les rassembler. Tout ça avait été préparé avec les chefs. Et Françoise avait prévu de faire du 300 à l'heure, tout ça à la main, charger les choses. Elle est revenue radieuse après 1 heure, elle m'a dit, Tantine, on fait du 600 à l'heure. On fait du 600 à l'heure. Et j'ai gardé les listes où tu avais marqué dessus toutes tes performances, comment c'était avec les équipes d'infirmiers. C'était difficile, il n'y avait pas de matériel acheté, il fallait stériliser les seins, on ne les changeait pas, mais les aiguilles, on changeait pour chaque personne. C'était quand même toute une aventure. On a eu d'autres épidémies après, mais la plus spectaculaire, c'était quand même celle-là. Merci à toi. Et puis après, il est arrivé un heureux événement, parce qu'elle a eu la bonne idée d'épouser Olivier.
Olivier, physiothérapeute, qui est venu une fois, bien sûr, avec son épouse, et à cette occasion-là, je te rappelle, tu nous avais fait toutes les housses des matelas des 150 lits de l'hôpital. Oui. Très utile. Merci beaucoup. Je les tiens à l'envers, je vais rectifier la chose. Voilà. Et puis là, alors ils étaient bien jeunes, mais je les ai reconnus ce matin. Je les ai reconnus quand même. C'est qui? Où est-ce que vous êtes? Ah, ils sont là-bas. C'est Bernard et Christian Studer, ils sont venus des collègues depuis. Ils étaient tout jeunes, je crois que vous veniez de passer la maturité ou quelque chose comme ça. Et c'est grâce à votre père, le docteur Studer, qui était dans les membres fondateurs en 68, déjà de l'hôpital de côté, qui sont venus en visite en 69. Votre père. Alors votre père a transpiré, a pété en 69, on a dû opérer quelque chose, je n'ai jamais vu ça, il n'y avait pas encore de climatisation, mais ça goûtait d'une étoffe. Il y avait quelqu'un qui était chargé de nettoyer, de réceptionner le sang, on a essayé avec un masque, c'était pire, ça nous faisait monter. C'était terrible. Finalement, ils sont repartis un petit peu plus tôt et ils nous ont envoyé les deux. Vous aviez travaillé, je crois, au travail de la clôture, non? De l'hôpital, c'est ça? Et je ne les ai plus revus jusqu'à ce matin. J'ai retrouvé les photos. Voilà. Et puis là, c'est la Tchot, comme on l'appelait. Elle est là aussi, soit la bienvenue. C'est Esther Binder. Elle était infirmière et sage-femme, travaillant à Montmont, au dispensaire. Et après, elle s'est spécialisée en ophtalmologie. Et comme chez nous aussi, on en pratiquait pas mal, tu venais souvent, tu es venu en stage, tu es venu m'aider pendant que je faisais la thèse en ophtalmo, tu as circulé dans les villages avec moi. Et voilà, on a eu le grand plaisir de se retrouver ce matin. Hein, la chose. Là, c'est autre chose. C'est le docteur Dieter Sins. C'est un ophtalmologue de Berlin. Il est venu tout à fait par hasard chez nous parce qu'il voyageait, il voulait aller se changer les idées, je crois, à Kribi, dans le sud du Cameroun, je n'y étais jamais. Et ophtalmologue dans l'avion, il a parlé avec un Tessinois qui s'occupait de l'œuvre du docteur Maggi. Et là, ils se sont dit, oui, mais ophtalmologue, si vous ne venez faire que des vacances, c'est un peu juste. Allez donc jusque dans le nord. Il y a Marie là-bas qui fait des choses. Et donc, il est venu le mercredi, mais le mercredi, je n'étais jamais là-bas. Je faisais toujours les courses à moi. Donc, il est revenu le jeudi. Et puis, le jeudi, il a regardé. On a opéré 10 cataractes les unes après les autres. Puis il a dit, ah. C'était un peu surprenant. Puis il a dit, mais j'aimerais revenir dimanche. J'aimerais revenir dimanche parce que je suis avec un groupe de touristes ici. Il y a un autre médecin dont je vais vous parler tout à l'heure. Et le docteur Sins, si je le montre là, c'est parce qu'il nous a beaucoup aidé, bien sûr, pour l'ophtalmologie, c'est clair. Mais autre chose, depuis son cabinet de consultation à Berlin, il a vu un petit camionnette qui arrivait et il déchargeait, sur la décharge en plein soleil, une table d'opération usagée, certes, mais une belle table d'opération avec un système hydraulique. Il a donc immédiatement fait venir une camionnette, il a chargé tout ça, retapé, une caisse autour. C'est la table d'opération que nous employons toujours. Voilà. Merci, Dieter. Et là, il y en a un autre. Alors, justement, le docteur Dieter Sins voyageait avec Götz, le docteur Götz, qui est là, lui. Tu es
Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors lui, c'est un des fidèles de PT, je ne sais pas combien de fois tu es venu, 12 fois, 15 fois. Il est spécialiste chirurgien maxillofacial, professeur bien sûr à Hambourg, et grand spécialiste des becs de lièvre et des fentes palatines. Et donc très vite, même le premier jour où tu es arrivé, on a opéré, n'est-ce pas? Oui. Oui. Tu peux nous raconter quelque chose, Goethe? Hein? Non. Là où on a commencé, oui, c'était une des premières opérations, bec de lèvre, sans anesthésie totale, seulement locale. On n'a pas d'appareil anesthésie totale. Hein? Intubation, on a fait tout ça, ça marchait très bien. Je me rappelle bien. Vous voyez un petit film l'après-midi de 10 minutes. On a fait un film de toi et avec les clients et les patients, et Peter Sins et le chien, etc. etc. Merci. On était jeunes, hein, à l'époque. Oui, oui. Goethe vous montrera plus tard dans la journée un film qu'il nous a préparé. Hein. Oui. On le reverra tout à l'heure. Mais on le revoit ici avec Jaco, l'instrumentiste de la salle d'opération. C'était vraiment ton ami. Hein. Oui. Et puis, Goethe travaillait merveilleusement bien, s'adaptant à toute situation. Mais, il avait un petit défaut, c'est qu'il aimait trop la moto. Et donc souvent il fallait le chercher, on téléphonait au garage, on disait est-ce qu'il manque une moto? Oui, alors on savait qu'il était parti, il fallait attendre un peu. Il faisait des tours dans les villages, partout. Formidable. Sans casquer rien. Oui. Le voilà, Goethe, il est venu pendant des années, travailler bénévolement. C'était un plaisir pour nous tous, mais au moment du départ, il aimait bien recevoir une nouvelle chemise. Chemise, c'est quoi? Et là, il y a d'autres médecins tout à fait particuliers qui sont arrivés ici. C'est le professeur Escher, professeur d'otorhinolaryngologie de Berne, avec son épouse qui était médecin aussi. Les deux sont venus à 2 ou 3 reprises, on les aimait beaucoup, on les appelait Gropi et Gomi, Gropi, Gomi. C'était le vrai camarade médecin qui restait avec, quand il y avait une urgence, il attendait toujours jusqu'à ce que ça soit fini. Si on était en salle d'opération, on revenait de nuit, c'était clair, il y avait la lumière à la maison, et le professeur Gropi attendait. Et ça c'est précieux, c'est précieux. Et là, il s'entendait très bien avec l'ancien Lamido, donc le père de celui que vous avez vu dans le film. Magnifique. Merci. Quand j'ai dit que Françoise a bien fait d'épouser Olivier, c'était vrai pour les matelas, pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs aussi, mais aussi pour ton papa. Parce que ton père, voilà, c'est le docteur Bernard Tsenkoukinen qui était le chirurgien de Martigny, qui est venu, il était déjà retraité, et un chirurgien magnifique, magnifique. Il a opéré le premier gros goitre en anesthésie locale, lui aussi. Il avait des gants trop petits, il n'arrivait pas à les mettre, on n'avait pas pensé à des paluches pareilles. Il n'a rien dit, il les a mis, tout s'est très bien passé, il s'est adapté, il a fait beaucoup d'autres choses. Il aurait dû être là aujourd'hui, parce qu'il a 96 ans, mais se porte toujours encore très 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 bien. Il aurait eu beaucoup de plaisir de nous rencontrer, et moi donc de l'accueillir ici. Mais voilà, il a fait une chute, il va beaucoup mieux, mais il ne pouvait pas se déplacer. Merci Bernard. Et puis là, il y en a 4 qui ont l'air d'avoir chaud. C'est toute l'équipe d'orthopédie, où est-ce que vous êtes? Ah, c'est ça. Bon, c'est bien. Alors c'était une longue aventure à péter. Une première année, l'équipe d'orthopédie de Sion est venue pour voir un peu comment les choses étaient. Et puis l'année suivante, c'était en 2011, je crois, vous êtes venus pour la première fois. Entre-temps, on avait
construit une nouvelle salle d'opération. On avait déjà presque fini la salle d'opération quand on a demandé les crédits à notre président. Voilà, et puis il y avait des problèmes de climatisation. Je me rappelle quand vous êtes sortis de cette salle, c'était terrible. C'était terrible. Mais c'est un magnifique travail qui a été fait. Les gens en parlent encore, ils sont tellement contents. Ils sont venus, bien sûr, poser des prothèses de hanches, mais chez des patients jeunes. Hein, des patients jeunes. Voilà. Et puis, ils sont revenus une deuxième fois, ils auraient voulu revenir encore, mais Boko Haram, les djihadistes, ont rendu la chose pour l'instant impossible. Mais, voilà, vous avez travaillé, et moi j'avais le plaisir après d'accueillir les malades qui revenaient avec les cannes sous le bras, un grand sourire, tout était parfait, tout le monde est content, il n'y a eu aucune complication, c'était magnifique. Et je voulais quand même vous dire qu'on a récupéré presque toutes les cannes, et qu'en principe, si les choses sont plus tranquilles, l'année prochaine, Zacharine